Aujourd'hui, Massani, domestique de 65 ans, dont 30 au service de la famille Emlé, rentre au village pour finir ses jours. 30 ans de service et la voilà partie. Comme ça. Elle nous a très bien servi. Elle mérite d'aller se reposer maintenant. Avec quoi? Il n'a pas de revenus, il n'a pas de pension, il n'a rien. Une pension pour une bonne? Pas une bonne, papa. Une employée domestique. Et puis c'est tard. C'est peut-être tard pour elle, mais pas pour les autres. Il vous suffit juste d'aller à la CNPS, de déposer un dossier. Si vous ne voulez pas vous déplacer, vous entrez dans le site, vous tapez www.cnps.cm et vous l'enregistrez. S'il vous plaît, immatriculez vos personnels domestiques. CNPS, Vous ne serez jamais seul. La Caisse nationale de prévoyance sociale accompagne en promenade avec. Bonjour, diplômé de la mythique Académie militaire de Saint-Cyr en France, il a occupé en un demi-siècle de service les fonctions les plus prestigieuses au sein de la Grande Muette camerounaise jusqu'à son départ à la retraite en 2011. Entre son rôle déterminant dans la neutralisation de la rébellion des militants de l'Union des populations du Cameroun au tout début des années 60 dans la Sanaga maritime et la tentative du coup d'État du 6 avril 1984, il est sans aucun doute le militaire le plus emblématique de l'histoire de l'armée camerounaise. Ce tableau ne serait pas complet sans la mention du football et de la religion qui constituent le triptyque de l'histoire de celui avec qui nous allons passer les 57 prochaines minutes de cette balade. Il a souhaité, le général Pierre Semengue, que nous le retrouvions dans sa résidence au quartier général. C'est parti pour une nouvelle promenade qui, elle aussi, comme les précédentes, va vous faire aimer la télé. Allons-y. Ça vous dit? Ce que vous regardez et écoutez, le titre de cette chanson est Sarah, écrite par Anne-Marie Zier, considérée à plus d'un titre comme la reine mère. Native de Bibia, dans le sud du Cameroun, pas loin de l'Olodorf de Bikoka, Anne-Marie Zier rend hommage dans cette chanson à sa sœur Sarah, décédée. Comme un symbole, le général Pierre Semengue vit toujours dans le même domicile depuis le début des années 80, à l'entrée du quartier général de Yaoundé, dans le 1er arrondissement, à 2 pas de l'Assemblée nationale. Bonjour mon général. Bonjour. Comment allez-vous? À 88 ans, je crois que ça va. Je peux encore tenir debout. De quoi sont faites vos journées? Mon frère aîné est mort la semaine dernière. On essaie de préparer les obsèques. Les obsèques. C'est ça qui me préoccupe par le moment-ci. Quand vous regardez, mon général, dans le rétroviseur de votre parcours, vous, le natif de Bikoka, qu'est-ce que vous vous dites? Que Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Parce que le métier que j'exerce aujourd'hui, je suis d'ailleurs à la fin. J'ai dit que j'allais devenir militaire à 12 ans, en 1947. Ah oui? Après avoir lu la partie historique du dictionnaire Larousse que mon frère aîné, qui vient de mourir, avait acheté. Donc, je ne dis pas qu'il a acheté pour moi, mais je dis qu'il a un peu orienté ma carrière. C'est après avoir lu cette partie historique de la Deuxième Guerre mondiale que vous avez décidé d'être militaire. Militaire à 12 ans. C'était en 1947 exactement. Vous avez 5 ans quand votre papa Jean Timbaga décède, vous laissant avec votre maman, dont vous portez d'ailleurs le nom, Ngono Semengue. Vous avez quel souvenir de cette période-là? Vous avez quel souvenir de votre maman, de votre enfance? Maman a été une femme formidable qui nous a guidés
dans la vie. Et je crois que je lui lance cet honneur. Elle a fait vraiment. Elle est restée veuve, paraît-il, à 32 ans. Elle est restée veuve jusqu'à la fin. Elle est morte à 95 ans. Elle ne nous a pas laissés. Quand papa est mort, elle est restée là avec nous. Elle nous guidait. Et les hommes comme les femmes, nous étions 3 garçons et 4 filles. Nous étions guidés par elle. Et vraiment, c'était une femme formidable. Elle nous a appris 3 choses. Dieu, le travail, la discipline. Je crois que c'est ce que nous avons fait dans la vie. Comment pensez-vous qu'un pauvre paysan orphelin de Bikoko puisse devenir général d'armée un jour? C'est quand même un parcours inédit. Et justement, en parlant de ça, mon général, à quel moment vous vous êtes rendu compte que, vu votre extraction sociale, vous deviez avoir à travailler un peu plus que les autres pour avoir votre place au soleil? C'est l'éducation de ma mère. Ma mère nous a appris à travailler, à ne pas attendre de l'aide de quelqu'un qui viendrait nous faire ceci, cela. Il fallait qu'on se suffise à nous-mêmes. Donc, dès l'âge de 6 ans, je savais déjà, comme mes frères n'étaient pas avec nous, mes frères étaient à l'école et ça se passait du côté de la Commune 2, Efren, ça s'appelait. Ils étaient à l'école là-bas, j'étais le seul au village. Donc je devais me comporter comme un homme et comme un chef de famille à cet âge-là. Donc je crois que depuis longtemps, je sais qu'il ne faut pas attendre quelque aide de qui que ce soit. Il faut essayer de faire soi-même quelque chose. Et Dieu pourvoira. Et ça, Dieu a pourvu. Jean Semengue est le prototype même du vrai militaire. Par son loyalisme, son honnêteté, par sa rectitude morale. Il a toujours été le premier à aller au combat. Papa n'a même jamais réellement voulu que nous fassions l'armée. Pourquoi? Parce que il nous a toujours dit l'armée c'était sa vocation. C'est ce qu'il voulait faire, c'est ce qu'il aimait, il voulait défendre la patrie. Une petite anecdote, une opération que les militaires français voulaient faire commander par un jeune capitaine qui venait d'arriver au Cameroun et qui ne connaissait rien de la géographie, de la psychologie, de l'armée de l'époque. Parce que opération qui devait se passer à Tongo, au-dessous de Bazo, au milieu de la forêt. Et cette opération-là devait durer 3 mois. Ayant appris cela, le général a décidé qu'il en prendrait lui-même le commandement, abandonnant le commandement général de l'armée à Yaoundé. Et à cette époque, moi j'étais commandant du secteur militaire de l'Ouest. Nous sommes descendus donc ensemble dans cette région-là et nous y avons passé près de 2 mois. Tout à l'heure, mon général, vous citiez les choses que votre maman vous a inculquées, mais est-ce que c'est elle qui vous a appris à prendre fait et cause pour les femmes? J'ai vu une petite anecdote. Quand vous êtes nommé contrôleur général des armées, vous écrivez au chef de l'État pour demander à ce que le porte-drapeau soit une femme. J'ai constaté que dans l'armée, on était trop misogyne. Il n'y avait que des hommes, il n'y avait pas de femmes. D'ailleurs, je dois dire que les femmes dans l'armée, c'est un peu quelque chose de moi. Oui. J'ai demandé que les femmes soient recrutées dans l'armée, deviennent officiers. Je crois que si j'étais le président, j'aurais nommé quelques-unes générales aussi. En général, le commun des mortels, quand il a failli perdre la vie dans un endroit, à la première occasion, il déménage. Pourquoi vous avez toujours tenu à rester dans cette maison? Justement, c'est parce que j'ai failli perdre la vie. Enfin, on m'avait logé de façon provisoire, là où habite le président du Sénat maintenant. Oui. Mais dès qu'on a pu réparer cette maison, je suis revenu. C'est justement que
cet endroit. Je ne veux pas fuir cet endroit, au contraire. Ça m'attire. C'est là où j'ai failli effectivement mourir dans ma vie. Et j'ai été sauvé miraculeusement. Il y a une légende qui dit que vous êtes sorti par un trou de climatiseur. C'est quoi cette affaire? Mais c'est la vérité. Ah oui? On devait climatiser la maison. On avait fait des trous, mais on n'avait pas posé les grilles. Oui. Et lorsque la porte, enfin la partie normale de la sortie, était bloquée par les pushistes, il fallait que je trouve une formule. Et celle-là, c'était la seule formule valable. Et se trouve le tour de climatiseur était effectivement du côté presque derrière. Donc j'étais invisible. À propos de cette journée du 6 avril, les notes de procès expéditifs des putschistes et les articles dans la presse, on croit qu'on sait tout, mais finalement on ne sait pas grand-chose. Il y a une thèse qui dit que vous saviez que ça allait se passer. Non, pas du tout. Je ne savais pas que ça va se passer. Je l'ai su quand ça a commencé. Okay. Nous étions invités la veille chez un ami qui est d'ailleurs venu, qui est venu avec sa femme parce que la femme a été médecin. Nous étions invités là-bas, nous sommes venus tard. C'est vers 3 heures du matin que le général Meka, à l'époque colonel, commandant, responsable de la direction de la sécurité présidentielle, me téléphone en disant que les chars sont en train d'aller au palais. Donc c'est à ce moment-là que je sais qu'il y a quelque chose. Parce que dès que j'ouvre la fenêtre, enfin les rideaux, je vois qu'il y en a aussi qui se dirigent sur moi et immédiatement ils ont commencé les tirs. Donc nous avons dire qu'on connaissait qu'il y avait quelque chose, je ne crois pas. Nous avons été surpris. Quel commentaire faites-vous de l'actualité récente en Afrique de l'Ouest où des militaires au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont pris leurs responsabilités en s'emparant du pouvoir? Quelle est votre lecture de cette actualité? Justement, voilà ce que nous ne voulions pas à l'époque. Nous voulions donner l'exemple des militaires qui ne prennent pas le pouvoir civil, qui, quand il y a un problème comme un coup d'État, comme la tentative de coup d'État du 6 avril, remettent le pouvoir aux civils, notamment à ceux qui étaient là pour revenir dans la légalité. Nous voulions montrer au monde un exemple à suivre. Et je pense que cet exemple a fait tache d'huile, enfin pas tache d'huile, démontre que vraiment nous avions raison de donner cet exemple. Parce que depuis que justement il y a des coups d'État dans ces pays-là, est-ce que ça n'a jamais cessé? Ça continue. Et après ceci, s'ils réussissent à se maintenir au pouvoir, vont être aussi enlevés par un coup d'État. Donc c'est une spirale qui ne s'arrête pas. Nous voulions montrer qu'on peut avoir un pays où les militaires ne prennent pas le pouvoir. Et c'est normal parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de différence entre l'homme politique de l'époque et les militaires. Nous avions fait les mêmes écoles, nous étions presque camarades de classe. Donc, il n'y avait pas de déficit d'information, de déficit de communication. Parce que quand il y a déficit de communication, bon, le militaire prend la chose la plus facile, c'est l'arme, pour mettre tout le monde au pas. C'est ce qu'on voulait éviter, c'est qu'on voulait justement montrer au monde que ça peut arriver. Voilà pourquoi l'armée n'a pas pris le pouvoir le 6 avril. Sauf que, mon général, vous dites sous la plume de Charles Ateba Yéné, dans l'excellent ouvrage paru en 2002, si ma mémoire ne me fait pas une infidélité, toute une vie dans les armées, vous dites, si la conférence nationale s'était tenue, il y aurait eu un coup d'État. Oui, ça effectivement, on l'a fait comprendre aux civils que si la conférence nationale s'était tenue, c'était un coup d'État civil. La conférence nationale, c'est un coup d'État civil. C'est balayer les institutions qui étaient là pour mettre des nouvelles. C'est un coup d'État. C'était la même chose sur l'armée. Devait prendre vraiment les armes pour chasser les gens qui étaient là pour mettre de l'ordre. C'est pour ça que j'avais fait comprendre que s'il y avait la conférence
Elle aurait eu lieu soit au palais des congrès ou à l'Assemblée nationale. Donc vous n'avez pas aimé le grand dialogue national qui s'est tenu dernièrement? Non, c'est autre chose. Le grand dialogue national, ce n'était pas un coup d'État. C'était pour ramener les gens à se comprendre, à vouloir savoir exactement quels sont les problèmes et à les résoudre. Ce n'était pas un coup d'État. Alors que la conférence nationale, c'était vraiment un coup d'État civil. On a surnommé la conférence nationale souveraine. Donc, on balayait toutes les institutions qui étaient là, on mettait de nouvelles et tout le monde pensait que c'était bien. Et dans tous ces pays où il y a eu une conférence nationale souveraine, est-ce que ça s'est arrangé? J'ai l'impression que ça ne s'est pas arrangé. Ce n'est pas meilleur qu'au Cameroun. Donc, nous qui n'avions pas fait de conférence nationale souveraine. Donc, d'une façon générale, nous voulions montrer l'exemple de ce que les militaires doivent faire, ne pas justement donner l'occasion aux civils de faire le coup d'État, des civils. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait. C'est un homme courageux, un militaire, un officier, d'une honnêteté au-dessus de ce qu'on peut imaginer. Voyez-vous un homme comme Pierre qui a commandé l'armée camerounaise à l'époque de la rébellion, à l'époque où l'armée se créait, et qui a donc eu à participer aux investissements qui ont été faits pendant près de 40 ans, et qui a quitté le service actif sans avoir ne serait-ce qu'une grande maison familiale à l'Eurodorf, vivant à Yaoundé encore dans une maison de l'État. C'est ça, c'est Séméné. Ce qui n'a rien à voir avec actuellement un général qui a des villas partout, alors que le pays est en pleine crise économique. C'est Béné Pierre, c'est la probité et la rectitude morale. Nous voulons que notre pays reste calme et fasse la politique telle que tout le monde a voulu, dans le respect des institutions. Votre métier de militaire, les différentes fonctions que vous avez occupées dans le commandement militaire, vous ont souvent amené à être loin, très loin de votre famille. Comment est-ce que vous conciliez ça? Ma petite famille, mes enfants, étaient presque toujours tout le temps avec moi. Papa a toujours été là que ce soit pour moi, que ce soit pour chacun de ses enfants. Il n'a jamais négligé les moyens pour assurer la meilleure éducation possible. Je mangeais beaucoup et souvent la nuit il m'arrivait d'avoir faim. Et je pense que je m'étais réveillé une nuit pour aller faire une omelette à la cuisine. Et là, son côté militaire s'est réveillé. Donc, je ne sais pas comment il a fait, ou bien il a dû entendre des bruits, il s'est donc levé, il s'est caché. Il avait son arme et il était prêt à faire feu si j'étais un bandit. Et après, quand il m'a vu, et il m'a dit, mais attention, j'aurais pu t'abattre. Il était très souvent régulier de voir le général, parce que là, je suis obligé de faire ça, venir à la réunion des parents d'élèves. Vous imaginez, on convoque une réunion des parents d'élèves à 15h, 16h. Ah, il est là. Papa n'a jamais manqué l'anniversaire de l'un d'entre nous. On peut compter sur les doigts d'une main ou de deux à tout casser le nombre de fois où il a eu à gronder un enfant. Le 6 avril, la plupart de mes enfants étaient là. Il y avait on avait deux qui n'étaient pas là. Deux qui étaient sortis du Cameroun. Le reste était là. Et effectivement, ils ont vécu l'affaire. Beaucoup. Il y a un surtout qui m'a beaucoup aidé, Christophe Semengue, qui mettait les balles dans le chargeur. Oui, qui m'aidait à charger le fusil. À charger le fusil. Quand on était assaillis et quand on nous tirait dessus. Il avait 11 ans à l'époque, même pas 11 ans. En tout cas, il a participé.
À sa manière. À sa manière. Oui. Ma femme actuelle, il en est fait une standardiste. Elle était au téléphone pour la payer à gauche et à droite. Donc, elle était aussi au four et au moulin. Donc, nous étions là. Lorsque nous nous sommes séparés le matin, quand je suis parti, j'ai dit à ma femme, on n'était pas encore mariés réellement. Elle était fiancée, on n'était pas mariés. Je lui ai dit, bon, si je meurs, vous vous occupez des enfants. Elle a accepté. Dès que la calme est revenue, on s'est mariés officiellement. Il a certes perdu 2 enfants ici. Je voudrais leur rendre un vive mémoire. À savoir notre premier aîné, Gérard, qui est parti il y a plus d'une dizaine d'années, aux alentours de 2006. Et nous avons également récemment Stéphane, qui est décédé en 2020. Ça a été des événements qui l'ont profondément marqué, profondément touché. Jusqu'aujourd'hui, il en garde des séquelles. Août 2009, il s'agit du mariage de Obele Semenge Myriam, épouse Awono, sa première fille. Papa a pleuré à chaud de larmes pendant la mairie. Avec ses filles, ça a toujours été la relation fusionnelle. En août 2018, représente également le mariage traditionnel de sa dernière fille. Il n'a pas également pu retenir ses larmes. Le 28 juillet 2015, à la fin du journal de 17h, c'était genre le 17-18 je pense, la rédaction annonce la lecture des résultats des concours d'admission à l'École nationale d'administration et de magistrature. Et très exactement à 18h15 ou 18h16 minutes, la section économie et finances, le 13e nom qui est lu, c'est le nom de son homonyme, mon illustre personne, Semenge Pierre Lionel. Je n'étais pas à la maison ce jour-là, je faisais des courses pour son anniversaire, parce qu'on lui avait fait quand même une fête. Et donc je suis donc précipitamment rentré, au-delà de tous les appels que j'ai reçus. J'arrive à la maison, il pleurait, il m'a serré dans ses bras, il m'a dit 1000 félicitations, mais ce n'est que le début. À votre avis, Général Pierre Semenge, pourquoi l'armée a-t-elle autant de mal à pacifier le Nozo? On ne fait vraiment pas la guerre. Est-ce qu'on fait la guerre? Il n'y a pas eu d'état d'urgence dans la zone, il n'y a pas eu de mesures de sécurité renforcées. L'armée ne fait pas. L'armée attend que quelque chose se passe pour essayer d'agir. Réellement, on ne va pas chercher. On ne va pas chercher ceux qui combattent le régime. On ne va pas les chercher là où ils sont. On est là, on attend. Il ne faut pas le maintien de l'ordre non plus. On essaie de voir s'ils ne changent pas de vie. On peut les amener à changer de vie et à voir que ce qui est prévu est meilleur que ce qu'ils prévoient. Oui, oui. Donc, je me dis qu'on ne fait pas la guerre réelle. Quand le Cameroun a vécu dans l'état d'urgence à l'époque, nous, on était couverts. Il y avait l'état d'urgence, il y avait un certain nombre de mesures de sécurité qui avaient été prises. Et on allait vraiment chercher les rebelles là où ils étaient, on allait les chercher là où ils étaient, dans leurs repères. Donc on faisait la guerre. La guerre. Là, nous ne faisons pas la guerre, nous accompagnons le processus qui a été mis sur pied et on attend que eux-mêmes se dévoilent. Les gens voient que c'est mieux de revenir à l'ordre normal. Oui. Ils veulent l'indépendance, ils veulent quoi exactement? Est-ce j'ai l'impression qu'ils veulent l'indépendance du pays, le partage du pays? Oui. Est-ce que c'est ce qu'il faut pour notre pays? Je crois que même eux-mêmes, ils devraient plutôt promouvoir l'unité nationale et que le pays marche bien avec l'alternance. Ça, je comprends l'alternance. Je comprends qu'ils se demandent en eux-mêmes
quand est-ce qu'ils deviendront président de la République. Je crois que ça doit être tardé. Bon, mais est-ce que la meilleure façon de le faire, c'est de casser le pays, justement. Voilà le problème. Où est-ce qu'elle va nous mener maintenant, cette promenade, Général Pierre Semengue? Je crois que le mieux, c'est d'aller au commencement. On ira au village une autre fois, mais je crois qu'après le village, c'était l'école. Et l'école, enfin, ça s'appelle maintenant lycée général Leclerc. Je venais de Bikoka, de Lodorf. On y va? On peut y aller. D'accord. Aujourd'hui, Massani, domestique de 65 ans, dont 30 au service de la famille Emlé, rentre au village pour finir ses jours. 30 ans de service et la voilà partie. Comme ça. Elle nous a très bien servi. Elle mérite d'aller se reposer maintenant. Avec quoi? Il n'a pas de revenus, il n'a pas de pension, il n'a rien. Une pension pour une bonne? Pas une bonne, papa. Une employée domestique. Et puis c'est tard. C'est peut-être tard pour elle, mais pas pour les autres. Il vous suffit juste d'aller à la CNPS, de déposer un dossier. Si vous ne voulez pas vous déplacer, vous entrez dans le site, vous tapez www.cnps.cm et vous l'enregistrez. S'il vous plaît, immatriculez vos personnels domestiques. CNPS, Vous ne serez jamais seul. La Caisse nationale de prévoyance sociale accompagne en promenade avec. Allons-y. Ah, mais je vois quelque chose là. Si j'ai vu ça, qu'est-ce que c'est ça en général? Oui, c'était un diplôme qu'on m'a décerné à l'époque. Enfin, c'est la flotte américaine dans l'océan Atlantique. Ils ont pensé. D'ailleurs, les Américains m'ont classé parmi les 10 meilleurs généraux du monde. Pour service rendu. J'ai entendu dire que cette maison, vous l'avez pratiquement construite. Vous en avez dessiné les plans? Oui, oui. En fait, ce n'est pas moi qui ai conçu. Je suis allé à Lagos. L'ambassadeur habitait une maison. Et j'ai vu le plan qui vous a plu? Qui m'a plu. Oui. Et j'ai donc demandé de venir construire ça ici. Avant le lycée général Leclerc, une halte est imposée au collège moderne mixte, aujourd'hui appelé lycée de Ngoïkele, où le général Pierre Semengue fit ses classes en 1949. En quelle année vous étiez dans cet établissement, mon général? En 1949. Et ça s'appelait? Ça s'appelait Collège classique et moderne mixte de Yaoundé. D'accord. Avant, c'était l'école supérieure. Nous étions même à la classe de 6e, en première salle de classe. Je pense que c'est la dernière. Voilà, on fait un retour 84 années après, dans votre classe de 6e. Oui, vous étiez un élève turbulent? Je crois que j'étais discipliné. Je n'étais pas très mauvais comme élève. Bon, nous n'étions pas très nombreux. Et j'étais là donc comme élève de 6e. À l'époque, on avait comme proviseur un certain Buté. Il y avait, enfin le surveillant général, il s'appelait Mathieu. Ils étaient tous français.
Il n'y avait presque pas de professeurs noirs à l'époque, sauf en éducation publique, où nous avions un certain solo, mais nous étions peu nombreux à l'époque. Donc, c'est 1949, vers le mois de... Parce que l'école commençait vers février-mars à l'époque. Vers le mois de mars, que je suis entré dans cette classe en 6e. Et il y a une anecdote que je dois quand même raconter. On vous écoute. Nous avons été orientés d'une façon bizarre. Le surveillant général, un certain Mathieu, semblait grand à l'époque, je ne sais pas s'il était vraiment grand. Il avait mis debout, il avait mis sa main au-dessus de sa ceinture. Si vous passez en dessous, vous êtes classique. Si vous ne passez pas, vous êtes moderne. Oui. C'était vite fait, mais c'était quand même un peu bizarre. C'est ainsi que moi, j'étais plus ou moins scientifique. Je me suis trouvé classique. Oui. Mais j'ai fait de latin, je ne parle pas de problème. J'ai fait de latin normalement, jusqu'en terminale d'ailleurs. Et ce n'est qu'au-delà, l'étude supérieure que j'ai repris, plus ou moins les sciences. Sciences mathématiques, sciences physiques, notamment. Comme par hasard, même étant classique, j'étais très fort en chimie. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'était comme ça. Alors, je vous laisse 2 secondes pour que vous remémoriez 74 ans après ce que vous viviez ici. Qu'elle aime ou elle la haine, elle n'en fait pas cas. Je me souviens. Élève de 6e, M. Semengue au tableau. J'allais donc au tableau. J'étais devenu élève professeur. Je me souviens. Je me souviens. Voilà, on continue notre balade, mon général? Oui, comme vous voulez. Je me rappelle de quelques noms de mes camarades, ils sont tous morts. Un certain Monjenge Samson, un certain Ondouabe, son père, je crois, le père de maître actuel. Ah, ok. Maître Ngongo, tout le monde le connaît. Devenu commissaire de police par la suite. Je suis resté ici, donc jusqu'en seconde. Et notre classe de seconde était derrière des classes de l'autre côté là-bas. De ce côté. C'était une classe de chimie. Et nous avions comme professeur une femme dont le mari était responsable de physique et chimie au ministère de la Santé. C'est elle qui nous a enseigné la chimie. En fait, elle n'était pas professeure. Quand elle venait, M. Semengue au tableau. J'étais devenu élève professeur. En chimie, comme j'étais fort, c'est moi qui faisais le cours à mes camarades. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et on habitait derrière là-bas, à l'Institut, maintenant, l'Institut des sports. L'INJS. Et c'était nos dortoirs. Donc, on sortait d'ici, on partait comme ça, on entrait là-bas, on mangeait là-bas, on dormait là-bas et puis on revenait ici.
quel souvenir avez-vous, général Pierre Semengue, de votre passage dans cet établissement qui, à l'époque, ne s'appelait pas encore lycée général Leclerc? Nous ne faisions que la suite de l'enseignement secondaire au Cameroun. Nous étions au collège classique et moderne. Et en 1952, le collège s'est transformé en lycée général Leclerc. En 1952. J'étais en seconde à l'époque. Et nous avons donc commencé avec une nouvelle vie. Et d'ailleurs, le lycée général Leclerc était reconnu dans le monde entier, puisqu'il était le premier lycée de France et de Navarre. Au bac de 1956, nous avions le meilleur taux de France et de toutes les colonies. Ah oui? Oui, le lycée était le premier lycée de France et de Navarre à l'époque. Okay. Donc, était très bien connu. Et j'ai dit que c'était... Enfin, je suis un peu désolé maintenant que le lycée Leclerc est dans les profondeurs des classements. À l'époque, on ne parlait même pas seulement du Cameroun. Oui. C'était le premier lycée du Cameroun à l'époque. Mais nous parlions de France. Nous étions le premier lycée de France et de tous les classés dans l'Académie de Bordeaux. Et nous étions le meilleur lycée. C'est ici, en classe de terminale, que vous êtes lié d'amitié avec le président Paul Biya? On se connaissait déjà quand même depuis la seconde. Ok. Et ça ne s'est fait que s'approfondir. Et c'est surtout quand nous sommes partis du Cameroun vers la France que nous sommes liés d'amitié. Dans la mesure où je dois dire que mon première épouse qui est morte et Madame Irène Biya qui est morte étaient des cousines. Ok. Donc vous alliez souvent en rendez-vous galant en compagnie de Paul Biya pour aller voir vos amis respectifs. Surtout Jeanne Irène Biya qui était fiancée à Paul Biya en partant du Cameroun. Oui. Ma femme, je le sais plus tard, largement plus tard. Oui. Je l'ai connue que quand je suis revenu de France. Il était quel genre d'élève, Paul Biya? Très brillant, notamment en français, philosophie. À l'époque, on avait, certains de nos camarades étaient des maîtres. Oui. C'est ainsi qu'il y avait Paul Biya et Toga Florent. Florent et Toga Eli? Oui. Qui étaient de la CRTV, étaient des maîtres en français et philosophie. Ngansou, qui nous a retrouvés, parce qu'il a fait son premier bac en seconde, nous a retrouvés en terminale, était le maître en mathématiques. Moi, par hasard, j'étais maître en chimie. Donc on se retrouvait comme ça. Quand vous discutiez, il vous disait qu'il voulait faire quoi comme métier plus tard, le président Biya? Il vous en parlait? Il n'en parlait pas, mais on l'a su rapidement, puisque étant au lycée, il a fait le concours de l'INFOM, et l'ENA actuel. Donc, il voulait être administrateur, il voulait faire le commandement. Et c'est ce qu'il a fait. Et ça lui a réussi. Il faut dire que il est revenu de l'étude supérieure 2 ans après moi. Parce que moi, j'étais revenu en 60, fin 60, et venu en 62. Et j'étais commandant militaire à Edea quand il est revenu. Et à Edea, j'avais comme préfet Eteke Mboumoua. William Eteke Mboumoua. William Eteke Mboumoua, qui est devenu ministre de l'Éducation nationale et qui a pris comme directeur de cabinet Paul Biya. Paul Biya est allé à la présidence partant de l'Éducation nationale pour devenir le cabinet civil et puis également le secrétaire général. Voilà. Avant de devenir Premier ministre par la suite.
C'est également ici au lycée Leclerc que les jalons de certaines de vos amitiés les plus belles ont été posés, notamment avec Florent Etoga-Eli, Jean Kuete, Omwa Damas, Tsanga Soter, c'est ça? Oui, c'est ça. Tsanga Soter et Etoga-Eli étaient mes camarades de classe. Paul Biya aussi. Sauf que Paul Biya était dans les classes classiques A. Oui. Classique A, c'est-à-dire qu'il faisait le grec avec un certain nombre de gens qui étaient donc très forts à l'époque, à mon avis. Parce que moi, je ne faisais pas le grec, j'ai fait le latin seulement, je n'ai pas fait le grec. Donc on s'est connus, beaucoup de gens, on s'est connus vraiment beaucoup nous étions très nombreux au lycée Leclerc ici, parmi la haute administration. Oui. Mais beaucoup sont morts maintenant. Comme par hasard, il reste Paul Biya. Pourquoi, j'en sais rien. En tout cas, c'est comme ça. Vous vous parlez régulièrement, encore aujourd'hui? On se parle quand il m'appelle. On se parle, on révoque les souvenirs. Ah oui? Oui. Les souvenirs que nous avons, des souvenirs communs. À un moment donné, on nous a même accusés. Elle nous a même accusé de fomenter un coup d'État. Aïssi Modo nous a accusés. Oui. Il n'avait pas de preuves. Mais tout simplement parce qu'on se voyait souvent. À l'époque, on était des amis. Chaque samedi, dimanche, on était soit chez lui ou soit chez moi. On allait faire un tour en Balmayo généralement, dans l'une des voitures. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'il pensait que un administrateur ne peut pas être copain avec un militaire sans parler des histoires de coups d'État? Alors que ça ne nous avait jamais effleuré, nous n'avons parlé de ça. Quel est votre regard sur vos trajectoires respectives, la vôtre et celle du président Biya? Je crois que, bon, il a été dit comme ça, là, et décidé que Paul Biya serait président de la République, Semanga serait un de ses collaborateurs dans le domaine de la sécurité. Donc, nous avons été évoqués ici et nous avons connu des époques très difficiles. Oui. La rébellion, le fameux coup d'État et les émeutes de la faim, le grand banditisme. On a travaillé dur pour y arriver. Et Paul Biya, quand même, est l'homme de la paix. Il a restauré la paix. La paix est encore avec lui. J'espère qu'il quittera le pays en laissant le pays en paix et en le laissant effectivement dans les bonnes mains. J'espère. Il vous arrive de lui dire ça quand vous vous parlez entre vous, de laisser le pays entre de bonnes mains, dans des mains pacifiques. Il vous arrive de lui dire ça? Mais lui-même l'a dit. Il laissera le Cameroun en paix, uni et prospère. Je crois qu'il lui-même l'a dit. Donc je n'ai pas besoin de le répéter. Il a dit à haute voix et il a même écrit comme ça. Je crois qu'il est conscient de ça. C'est pour ça que les problèmes comme ceux de Nosso, Boko Haram, il doit être vraiment préoccupé pour savoir que son pays a des difficultés pour sortir de là. Et effectivement, il fait tout pour sortir de là, notamment du problème Nosso. Donc vous êtes convaincu que le président Biya, il aime profondément ce pays, le Cameroun? Oh là là. Il a l'amour de la patrie chevillé au corps? Je pense que oui, absolument. Il aime le Cameroun. Il est prêt à mourir pour le Cameroun. Il est prêt à... Enfin, il fait tout pour que le Cameroun soit un pays prospère, un pays uni, un pays pacifique. Modestement, c'est ce que j'ai essayé de faire aussi dans ma vie. Et je crois que au moins le Cameroun retiendra que je n'ai pas voulu le pouvoir parce qu'il y avait l'occasion de le faire
le 6 avril, on ne l'a pas fait. On a voulu montrer un autre visage de l'armée. Et cet visage est resté et a parcouru le monde et a été vraiment félicité. Dans votre carrière, est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez, Général Pierre Semengue? Je ne regrette rien. Je suis quand même l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé. Je suis le seul général d'armée du Cameroun. Personne n'a même le grade de général d'armée au Cameroun. Je prends le cas de la rébellion des militants de l'UPC dans la Sanaga maritime. Vous referiez exactement la même chose? Oui, parce que en réalité, la rébellion de la Sanaga maritime de l'UPC. Il faudrait même que l'UPC s'assoie et voit, parce que les textes qui mettaient hors la loi l'UPC, le texte français de 1955, a été aboli par un texte d'Aïdjo de 1960, mois de février, je crois le 25 février, où l'UPC a été rétabli dans toutes ses attributs, avec toute sa légalité. Et qu'était-il besoin que les gens soient encore au maquis à partir de ce décret? Et je me suis dit, c'est là où l'UPC a péché, parce que là, c'est la lutte pour le pouvoir qui était le leitmotiv. C'est l'UPC qui avait réclamé l'indépendance de premier, c'est l'UPC qui réclamait la réunification. Elles n'ont pas été réalisées par l'UPC, elles ont été réalisées par d'autres qui étaient opposés à ça. Et il fallait donc, ils étaient donc des renégats. Nous étions des néocolonialistes. Nous étions appelés des néocolonialistes. Donc voilà, si j'avais à refaire, je crois que je ferais la même chose pour que le Cameroun reste uni, prospère et vraiment pacifique. Il faut quand même dire que voilà un pays avec une mosaïque de tribus, une mosaïque de langues, et qui est quand même un pays relativement calme. Dans cette Afrique compliquée, avec tout ce qui arrive maintenant, tout simplement parce que les enfants de ce pays ont pensé qu'il était bon d'avoir un pays uni, un pays prospère et un pays pacifique. Voilà. Où est-ce qu'on poursuit cette promenade avec vous, le général Pierre Semengue? Je crois que la promenade va se poursuivre au stade militaire. D'accord, je suis preneur. Dans la deuxième partie de cette promenade avec le général Pierre Semengue, nous irons tour à tour au stade militaire de Yaoundé pour évoquer sa passion pour le football en général, le Tonnerre Kalara Club en particulier et la Ligue de football professionnel. Puis à la paroisse Marie Gaucaire de l'église presbytérienne du Cameroun. Il y sera question, entre autres, de l'adéquation entre son engagement chrétien et le métier de militaire. Je pense que je n'étais même pas né quand il est devenu ancien d'église. Je sais que tu es un très bon chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui croit vraiment en Dieu et qui essaye de faire le maximum pour que les gens se sentent bien. Cette année, tu sauves ta 88e bougie. Nous prions le ciel de t'accorder encore autant d'années que possible. Papa, je suis très content que tu aies été mon père, que Dieu a choisi, que c'est toi qui es mon père. Et l'éducation que tu m'as donnée fait en sorte que je me sens héritier de ta façon d'être, dans l'humilité, dans la simplicité, dans l'amour des autres, dans l'altruisme. Je pense que ce sont les plus grandes valeurs que tu nous as données. Nous voudrons te dire solennellement merci papa. Merci pour tout ce que tu fais au quotidien et nous nous verrons pour ce que nous sommes en train de préparer pour toi. Comme un symbole, c'est juste derrière l'école militaire interarmes de Yaoundé que nous choisissons de baisser le rideau de la première partie de cette promenade avec le général Pierre Semengue, essentiellement consacré à sa vie estudiantine et militaire. Rendez-vous le mois prochain sur la même chaîne, à la même heure,
pour une nouvelle promenade. Mais n'oubliez pas les amis, le plus important ce n'est pas la promenade en soi, mais ce sont les petits pas que nous faisons, vous, avec nous, pour vous faire aimer la télé. Salut. C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais. Aujourd'hui, Massani, domestique de 65 ans, dont 30 au service de la famille Emlé, rentre au village pour finir ses jours. 30 ans de service et la voilà partie. Comme ça. Elle nous a très bien servi. Elle mérite d'aller se reposer maintenant. Avec quoi? Elle n'a pas de revenus, elle n'a pas de pension, elle n'a rien. Une pension pour une bonne? Pas une bonne, papa. Une employée domestique. Et puis c'est tard. C'est peut-être tard pour elle, mais pas pour les autres. Il vous suffit juste d'aller à la CNPS, de déposer un dossier. Si vous ne voulez pas vous déplacer, vous entrez dans le site, vous tapez www.cnps.cm et vous l'enregistrez. S'il vous plaît, immatriculez vos personnels domestiques. CNPS, vous ne serez jamais seul. La Caisse nationale de prévoyance sociale accompagne en promenade avec.